Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce deuxième tour des BADA qui nous conduisent d'un auditeur à l'autre à travers le monde. 20% de nos auditeurs vivent hors de France. Ils nous ont déjà fait comprendre et ils nous ont appris ce qui se passait dans le pays de leur résidence. Ça a été le cas d'Alexis Bonsen dans le royaume hachémite de Jordanie, pour lui donner son nom officiel. Alexis Bonsen, bonjour. Bonjour. Je rappelle donc que vous êtes en Jordanie pour l'UNICEF, même si vous allez quitter le pays dans peu de temps pour un autre poste. Et quand nous nous sommes parlé la dernière fois, la situation de la Jordanie était plutôt bonne. Comment est-elle aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est passé d'une optique où l'on contrôlait totalement le virus la dernière fois qu'on s'était parlé, à une optique de diffusion au sein du virus dans tout le pays. En fait, les mesures sanitaires aux frontières, à un moment, ont été relâchées. Et ça a créé, malheureusement, ça a donné l'opportunité à la circulation du virus. C'était principalement les frontières aériennes, à peu près à la mi-août, étaient toujours fermées, mais il y avait toujours un trafic de commerce avec la Syrie et l'Arabie Saoudite. Et c'est à travers ces points frontaliers routiers, il y avait quand même un nombre important de camions qui passaient, où, à partir des erreurs dans le protocole sanitaire, ont permis petit à petit au virus de rentrer à travers certaines populations, donc étaient les marchands de camions, qui eux-mêmes commencent, enfin, comme tout virus, commencent à se diffuser parce que eux-mêmes ensuite le passaient à leurs proches, etc. Donc depuis la mi-août, le nombre de cas, on peut vraiment dire, explose en Jordanie. Donc, si on était dans une moyenne, la fois où on s'est parlé, on était à proche de 0 cas par jour. Là, en ce moment, on est aux alentours de 1 000-1 500 cas par jour, dépendamment du nombre de tests, etc. Mais vraiment une explosion du nombre de cas en un mois et demi. Donc, qui est dû au départ, le relâchement du protocole sanitaire, puis ce qui a été intéressant, ou le changement par rapport à quand on s'est parlé la dernière fois, c'est que le gouvernement jordanien, qui avait une approche très stricte sur le contrôle du virus, a complètement presque retourné sa veste sur la gestion de l'épidémie. Et maintenant, laisse d'une certaine manière le virus circuler. Alors bien sûr, il y a toujours des protocoles à respecter. Les écoles ont été réouvertes mais refermées, sauf pour certaines classes. Mais tout le reste de l'activité économique a continué. Donc ça a été assez drastique, ce changement de presque tout est interdit à maintenant tout est autorisé. Même les frontières aériennes ont été réouvertes. Euh, et tout en suivant certains protocoles d'entrée, de prise de test à l'entrée, de température, euh, évidemment diffusion du gel hydroalcoolique, obligation du port du masque, tout ce genre de mesures. Mais on est vraiment passé d'un pays qui était presque l'exception qui confirme la règle à un pays qui, comme tous les autres, doit vivre avec le risque de maladie. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça, un revirement aussi radical ? Vous nous aviez raconté dans notre précédent entretien que le roi lui-même s'était impliqué d'une manière tout à fait inhabituelle dans cette affaire et qu'il avait fait comprendre à la population que aucune espèce de système D ou aucune espèce de système qui, avec une corruption raisonnable, permet de franchir et de ne pas respecter les règles. Il avait fait comprendre, il avait même affirmé que ces possibilités étaient rigoureusement fermées. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait au contraire ce qui ressemble à travers ce que vous dites à une forme de laxisme ? Je pense qu'il y a eu beaucoup de fatigue de la population par rapport à ces mesures.
et puis une contraction économique qui a été très forte. Alors, je ne connais pas les chiffres exactement, mais le faisceau d'indices qu'on a eu nous disent qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés sans travail, beaucoup de gens qui n'ont pas pu retrouver de travail après le couvre-feu. Donc, même si le gouvernement n'est pas en mesure économiquement de supporter ad vitam aeternam, d'une certaine manière, ces personnes. Il y a eu une bonne réponse en protection sociale au départ pour donner, par exemple, un complément de salaire à ceux qui perdaient leur travail journalier. Mais ces mesures coûtent cher et on peut pas le gouvernement, à un moment, est face à un mur à ne pas pouvoir les financer, d'autant que déjà, on partait d'une situation économique qui était plutôt compliquée, pour pas dire précaire. Et d'autre part, donc, je pense que ça a impliqué ça a beaucoup influé dans le choix, et aussi la fatigue de la population par rapport à ces mesures, la fatigue de vivre dans un état d'exception. Si vous vous souvenez, on parlait quand même d'un contrôle par l'armée Oui. des restrictions de mouvement, et ça a fatigué au bout d'un moment, surtout quand on était à 0,5 cas par jour, entre 0 et 5 cas par jour. Le pays commençait à réouvrir, mais il est probable que peu de personnes auraient accepté de revenir à cet état d'exception. D'accord. La Jordanie est un pays qui accueille beaucoup de réfugiés. Les uns vivent une vie normale dans les cités, dans les villes. Les autres sont dans des camps. Comment la pandémie reprenant affecte-t-elle ces populations dans les camps? Alors, dans les camps, l'affectation, si on veut, ça dépend desquels, en fait. Parce qu'il y a des camps palestiniens, mais aussi des camps de réfugiés syriens. Les camps palestiniens ressemblent en fait à n'importe quelle ville. Si je ne vous dis pas, vous ne savez pas que vous êtes dans un camp. Les camps syriens sont beaucoup plus contrôlés avec des barrières autour. Il y a une augmentation du nombre des cas parce que pareil, même si les camps syriens ont été fermés au trafic extérieur, alors on n'est jamais totalement fermé. Bien sûr qu'il y avait toujours un minimum de services vitaux qui étaient assurés, ont été réouverts. Avec ça, certaines personnes ont pu sortir, certaines personnes sont rentrées avec le virus, sachant qu'il se diffusait à l'extérieur. Et donc, pareil, il y a une augmentation du nombre de cas dans les camps de réfugiés syriens. Mais ce qu'on appelle des hotspots en anglais, qui a été confirmé, ont été des camps de réfugiés palestiniens, notamment un camp à Ain el-Basha qui est au nord d'Amman, qui est en ce moment en mesure de couvre-feu. Donc, les couvre-feux ont quand même repris à certains niveaux locaux pour éviter que ça ne circule en dehors de certaines zones. Donc, ce n'est pas totalement laxiste comme vous le mentionnez, mais c'est un peu comme, je dirais, ce qui se passe en Europe, ou dans des situations avec une beaucoup plus forte densité de population, le virus circule plus facilement, plus activement, et donc on est obligé d'une certaine manière de cibler des mesures de protection, de la même manière que certains quartiers à Madrid sont renfermés, ou comme j'ai vu qu'à Paris et Marseille, en ce moment, c'est en train c'est être enfermé. Donc les camps font partie de ces endroits avec une forte densité populationnelle et il faut le dire, un niveau de précarité beaucoup plus élevé, où les gens ont plus de difficultés à appliquer les mesures barrières, qui soient la distanciation physique, le port du masque n'est pas encore forcément très bien compris, il faut honnêtement le dire, et même le lavage des mains nécessite d'avoir du savon et de l'eau, ce qui n'est pas forcément, pour certaines personnes en situation très précaire, facile à avoir tout le temps sur soi, surtout lorsqu'on travaille dehors, que l'on cherche un petit travail à droite et à gauche. Donc, les camps font partie de ces endroits très surveillés.
Alexis Bonsen, merci. Une dernière question. Je rappelais tout à l'heure que vous travaillez pour l'UNICEF. Qu'est-ce que l'UNICEF peut faire en ce moment en Jordanie? Alors l'UNICEF, ce qu'on fait en ce moment en Jordanie, d'abord, c'est donc vous parliez des camps, on a quand même un rôle très important on donne l'infrastructure pour l'éducation, mais aussi pour, des activités pour les enfants qui sont faites. Donc nous, notre premier devoir en tant qu'acteur, humanitaire dans les camps, c'est de s'assurer que ces infrastructures respectent le protocole de sanitisation qui a été établi et éviter que ça ne devienne des nouveaux clusters épidémiques. Ça, c'est notre premier rôle. Deuxièmement, nous sommes aussi le service d'eau dans certains camps de réfugiés syriens, donc continuer à approvisionner en eau constamment les familles pour qu'elles puissent avoir l'opportunité de se laver les mains tout en ayant des mesures, sachant qu'on est en contact direct avec la population, de communication pour renforcer ces gestes barrières, que ce soit lavage des mains, port de masque, respect de la distanciation physique, et essayer de le faire comprendre non seulement aux enfants, mais à tous les acteurs avec lesquels on a des interventions quotidiennes. On continue à donner un soutien au gouvernement jordanien, que ce soit au service de protection sociale, pour que si l'on ne va pas forcément couvrir, comme on l'a fait au départ en urgence, une grande partie de la population, être capable de cibler quelles populations peuvent être couvertes par de l'assistance sociale, tout en continuant nous-mêmes à, à donner de l'assistance sociale à ceux qui ne peuvent pas avoir accès aux services gouvernementaux, principalement les réfugiés, en fait tous ceux qui ne sont pas citoyens jordaniens pour la protection sociale. Et enfin, nous donnons aussi du soutien au gouvernement pour les mesures d'éducation à distance parce que certaines classes sont fermées et donc tout ce protocole d'accès à l'éducation pour que tout le monde puisse avoir accès à l'éducation à distance, donner du matériel aux enfants, trouver des manières d'accéder à l'éducation. Ça, c'est notre rôle aussi en tant qu'acteur de la réponse face à la pandémie. Alexis Bonsen, merci. Merci et bon retour en Europe, puisque vous retournez en Europe après avoir passé combien de temps en Jordanie? 3 ans et 2 mois exactement. 3 ans et 2 mois. C'est la durée moyenne des postes pour l'UNICEF à l'étranger ou il n'y a pas de durée moyenne? Ça dépend. Eh bien, écoutez, nous profiterons du fait que vous allez retrouver l'un des sièges de l'UNICEF à Genève pour vous considérer comme ce que les Québécois appellent cette jolie expression une personne ressource, ce que vous avez été pour le Nouvel Esprit Public et pour ces BADA particuliers sur la pandémie. Merci Alexis. Merci beaucoup Philippe.